Merci de me recevoir. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire un tour rapidement de ce que l'on a pu observer sur les derniers mois et les évolutions, enfin les derniers mois ou 2 dernières années, de types d'attaques qui sont devenus un sujet de préoccupation majeur. Alors pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis contributeur No Limit Sécu. Ça fait 20 et quelques années que je fais de l'informatique, donc je suis passé par un peu partout. Et depuis quelques années, je travaille à la division réponse de l'ANSSI. Bon, je présenterai pas l'ANSSI, tout le monde la connaît. Ce que j'y fais, c'est que je suis responsable d'investigation, ce qui veut dire qu'en fait, je fais partie de la petite équipe de gens qui qualifient les incidents qui peuvent avoir une grosse dimension. On travaille avec les victimes à mettre en place des mesures d'endiguement et on pilote ensuite la partie enquête, puisque chez nous, la partie remédiation, c'est une équipe différente qui l'a fait. Et puis on fait tout ce qui est jonction entre l'analyse forensique qui donne des informations sur l'attaquant et les mesures de défense qui préviennent son retour. Donc bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, on est toujours dans un état où on recrute, donc si vous voulez venir faire ce boulot, il y a des postes. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui d'incidents précis, d'abord parce que j'ai pas la mémoire pour me rappeler de chaque détail, et ensuite parce que dans la plupart des cas, il y a eu des dépôts de plainte, et donc les détails des attaques sont couverts par le secret de l'instruction, et donc on ne peut pas en parler. Je vais pas m'attarder non plus sur des recommandations de défense pour deux raisons. D'abord, c'est très très long. Et ensuite, en fait, le guide des 42 mesures de base de l'ANSSI, de notre point de vue, couvre assez bien les risques que je vais évoquer aujourd'hui. Et je ne vais pas parler non plus de threat intel sur les attaquants, même si globalement on va parler de leur comportement. D'abord parce que c'est souvent couvert par secret, en tout cas d'un attaquant précis, et parce qu'on pense que face aux attaquants qu'on rencontre aujourd'hui sur des rançongiciels, le détail de qui ils sont n'a pas vraiment grande importance pour se défendre. Alors, l'ANSSI s'occupe de rançongiciels et c'est pas forcément naturel. Le rôle de l'ANSSI, c'est la protection des intérêts de l'État contre les menaces de sécurité informatique et donc de faire la prévention, de la réponse à incident, de partager la connaissance et puis tout un tas de choses comme la certification. Mais le rançongiciel faisait vraiment pas partie de ce qui a été prévu au départ. Il y a un point aussi important, c'est que l'objectif de l'agence, c'est d'empêcher ou de résoudre un incident. Donc notre objectif, c'est pas d'arrêter un criminel, c'est pas de fournir un dossier sur une personne ou c'est pas de conclure une enquête. Notre objectif, c'est vraiment d'arrêter un dommage qui est en train d'avoir lieu ou de le prévenir en amont. Ce qui différencie notre rôle de celui de la police et de la justice notablement. Et pour ça, de toute façon, on travaille en collaboration avec tous les acteurs qui vont intervenir sur un incident, le parquet qui gère l'enquête, la police ou la gendarmerie qui la réalise, ACIMA qui assiste les victimes dans une large mesure, et les acteurs privés, les PRIS, les CERT, tous les prestataires de la victime. Donc il y a un rôle de l'ANSSI dans cet enchevêtrement qui n'est pas de prendre tout à sa charge et de ne pas tout faire. Et de toute façon, on va le voir sur ce genre d'incident, il y a de quoi faire pour vraiment beaucoup de monde, il n'y a jamais assez de bras. Alors, ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, on a quelque chose qui a explosé. C'est-à-dire qu'en 2018, l'ANSSI ne se préoccupait pas vraiment de rançongiciel. On a eu 2 attaques majeures qui étaient des vers, qui étaient WannaCry et NotPetya. Mais globalement, c'était un sujet, on avait de temps en temps des organisations qui étaient contaminées par un ver qui arrivait, qui se déployait, qui chiffrait un certain nombre de machines, et rarement les systèmes vraiment critiques, à part des filers, tout simplement parce que la plupart des systèmes sont du Windows, et que sous Windows, l'API d'ouverture de fichiers par défaut, c'est Create Files, ce qui verrouille les fichiers. Et donc la plupart des applis Windows, quand il y a un fichier ouvert, et typiquement les fichiers de messagerie, ils étaient bloqués, et la plupart des rançongiciels avaient leurs dégâts limités par ce genre de choses. On a une visibilité qui est restreinte, on en est conscient. Il y a eu un élargissement, d'abord parce qu'il y a plus de gens sans doute qui s'adressent à nous, peut-être parce que aussi lors de la crise sanitaire, on s'est mis à prendre en compte des organisations qu'on ne gérait pas avant ou qu'on n'assistait pas avant. Mais globalement, normalement, notre cœur d'activité, c'est la fonction publique, c'est les acteurs critiques, et puis c'est tout ce que l'État juge comme étant sensible à cause des impacts stratégiques, économiques, humains, etc., pour l'État français. Ce qui veut dire que quand j'ai écrit ces slides il y a une paire de mois maintenant, on en était à 104 attaques, j'ai pas regardé ce matin, mais on a dépassé les 130, 140 depuis.
on ne voit qu'une portion congrue des attaques qui affectent l'écosystème français, et on le sait parce que quand on parle en particulier avec les enquêteurs de la gendarmerie qui ont tendance à gérer des choses plus décentralisées sur le territoire français, il y a même des acteurs qu'on ne connaît pas parce qu'on les a jamais rencontrés. La caractéristique des crises que l'on voit ces 2 dernières années, c'est que sont des crises aiguës. L'attaque de rançongiciel a des conséquences, des impacts critiques pour les victimes, avec des destructions très importantes sur le système d'information, en général des arrêts de production, et souvent une absence totale de scénario de retour à la normale, parce qu'il n'y a plus de sauvegarde, il n'y a pas d'application, il n'y a même plus d'Active Directory, et donc les victimes sont démunies de façon critique. Donc c'est une vraie évolution ces 2 dernières années. On est passé d'un problème mineur vu par l'État français à quelque chose qui affecte vraiment de façon grave un grand nombre d'entreprises. Bon, je pense que c'est une nouvelle pour personne. Alors on a fait pas mal de communication autour du sujet, bon vous aurez les slides et donc il y a les liens, mais ça montre bien que au moins depuis 2019, on a commencé à pas mal communiquer sur les attaquants, sur les profils, sur les bonnes pratiques. Et ça vient compléter évidemment nos guides existants. Si vous regardez les alertes du CERT-FR, il y en a aussi pas mal qui concernent des failles en cours d'exploitation par des attaquants de qui font du rançongiciel. C'est quand même quelque chose sur lequel on a beaucoup produit d'analyse et de communication parce que vraiment c'est devenu une préoccupation majeure. C'est aussi quelque chose qui est relayé par nos coordinateurs à proximité des organisations. Ce que l'on voit quand même aujourd'hui, c'est que malgré tout, les victimes continuent à tomber. Donc les résultats de notre communication ne sont pas suffisants. Alors la typologie, et ce qui a changé chez les attaquants, ce qui n'a pas changé, ce sont des criminels. On n'a pas rencontré d'affaires où les attaquants soient autre chose, aient un autre intérêt que le profit. On n'a pas vu de choses comme ça. On a des gens qui cherchent à tirer la plus grande somme possible d'argent, le plus rapidement possible de leurs victimes, et au fur et à mesure que les victimes hésitent à payer les rançons ou deviennent meilleurs à protéger leur système d'information, ils escaladent leur mode opératoire, leur niveau de menace. Donc typiquement, ce que l'on a vu sur 2020, c'est qu'ils se sont mis quasi systématiquement à extraire des informations et à faire un chantage à la divulgation. Et quelques groupes ces derniers temps ont complété leurs attaques de rançongiciel, de chiffrement du système d'information, par du chantage et par du chantage à la divulgation et par des dénis de service sur les infrastructures de l'entreprise, qui évidemment, quand l'organisation est déjà en crise, ça vient se rajouter au stress et à des problèmes d'image, voire des problèmes fonctionnels. On a des gens qui s'adaptent vite, c'est-à-dire qu'on a un écosystème qui a des compétences, qui est en nombre assez important, qui a des réserves d'argent parce que c'est rentable, et donc ils sont capables très rapidement d'investir du temps pour développer de nouveaux modes d'attaque. Ils se copient les uns les autres. On voit que quand un groupe trouve une nouvelle astuce, les autres le reproduisent. Et on a une évolution où, en fait, quand on n'avait pas vraiment de gros problèmes avec les rançongiciels, c'était des logiciels qui étaient quasiment autonomes, ou alors il y avait une compromission initiale, et puis introduction d'un verre dans le système d'information. Et aujourd'hui, ce que l'on a, ce sont des rançongiciels qui sont déployés manuellement, après compromission du système d'information, et ça a beaucoup plus d'impact. On a l'escalade de la pression, donc fuite de données, déni de service, et on peut imaginer qu'au fur et à mesure que le marché devient de plus en plus concurrentiel et que les victimes se protègent de mieux en mieux, les attaquants vont continuer à escalader avec tout ce qu'ils vont pouvoir trouver pour mettre plus de pression sur la victime, in fine pour obtenir un paiement. Ce que l'on voit aussi, c'est que c'est un marché qui s'est organisé. Alors on n'a pas de visibilité qu'aurait un service de renseignement ou la police sur exactement qui est qui, mais ce que l'on voit, c'est que les modes opératoires se sont structurés économiquement et qu'on a clairement des gens qui vendent des accès, qui font une compromission initiale, une escalade de privilèges, puis qui commercialisent un portefeuille d'accès, des gens qui vont fournir l'outillage de compromission, voire toute la chaîne derrière pour faire l'encaissement et faire le blanchiment, et le rançongiciel lui-même. Et puis on a des gens qui peuvent être des affiliés et qui vont prendre des comptes et des accès dans une entreprise, choisir l'entreprise qui leur plaît bien dans ce portefeuille et déployer le rançongiciel. Et en fait, cette structure aujourd'hui, elle tend à s'étendre
sans doute parce qu'elle est très efficace. Il y a de plus en plus de rançongiciels en tant que service et de spécialisation de gens qui font de la collecte rapide de comptes et de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui des gens qui font toute la chaîne eux-mêmes. C'est juste qu'il y a un modèle économique qui a l'air de se répandre. Il peut même y avoir des cas où il y a des gens qui s'occupent juste de mettre la pression sur les victimes et de négocier la rançon, de faire l'encaissement et de redistribuer. Donc on trouve vraiment des spécialisations, et avec la spécialisation, ça veut dire aussi qu'on a des acteurs qui deviennent meilleurs chacun dans leur spécialité. En termes de victimes, pour nous, il n'y a pas de vraie typologie de la victime, dans le sens où on a des acteurs qui visent des victimes des PME sur lesquelles ils vont essayer de tirer quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, et puis on a des acteurs qui vont viser des grosses organisations et qui vont viser des millions d'euros. Mais c'est plutôt de ce que l'on peut voir dans l'autre sens que les choses se font, c'est-à-dire que les acteurs choisissent des accès ou des adresses IP sur lesquelles il y a des accès possibles depuis Internet, vont regarder, on peut imaginer sur Wikipédia, puisque c'est souvent cité, copier-coller dans les demandes de rançon, ce genre de choses, quelle est l'entreprise qui est derrière l'adresse, et ensuite ils vont se dire cette entreprise a l'air rentable, j'y vais, ou non, ça n'a pas l'air rentable, je passe. C'est intéressant parce qu'on a vu plusieurs fois des acteurs se tromper, compromettre une filiale, et en fait, à travers la filiale, compromettre un groupe entier et penser qu'ils ont affaire à une entreprise de taille moyenne alors qu'ils ont un groupe entier. Donc on sent bien que l'idée qui est souvent vue dans la littérature ouverte, que les attaquants seraient dans une planification de très longue durée, très sophistiquée, de chercher une cible potentielle et l'exploiter, c'est probablement pas ce que nous on peut observer, et on a plutôt des attaques qui sont faites par des gens qui choisissent parmi des accès qui sont ouverts, et dans ces accès, ils vont regarder qui peut être rentable, et parmi ceux qui peuvent être rentables, est-ce que c'est un moment intéressant, et déclenchent leur attaque. On a des cas d'attaques thématiques où on a pu voir, l'exemple qui est repris partout, c'est les cliniques aux États-Unis en 2019, où il y a eu toute une série de cliniques américaines qui ont été attaquées en série, sans doute parce que c'est un marché très rentable pour l'attaquant, puisque ce sont des acteurs qui, à la fois, aux États-Unis, les cliniques sont riches, donc ils ont l'argent, ils ont les moyens de payer, ils ont l'urgence parce que les systèmes d'information de santé n'ont pas de raison d'être meilleurs partout dans le monde, et donc c'est des systèmes qui sont à la fois complexes et critiques, et donc les gens payent. Donc à la question, est-ce que n'importe quelle organisation aujourd'hui est ciblée? En fait, oui. Une organisation qui n'est pas ciblée, c'est une organisation qui n'aura pas de présence sur Internet, et il n'y en a plus beaucoup à ce jour. Alors, le déroulement de la crise, ça commence par un point d'entrée. Le déroulement de l'incident. Avant la crise, ça va commencer par un point d'entrée. Alors le point d'entrée, c'est souvent un système qui est exposé sur Internet. Là aussi, on voit qu'il y a des modes. Donc on va avoir un point d'accès accessible sur Internet avec une IP publique ou un forward, et puis on a une faille derrière ce point d'accès. Ou un compte faible, enfin quelque chose qui va permettre à l'attaquant d'exploiter le point d'accès. L'autre solution qu'on voit sont des campagnes de courriel, et dans ce cas-là, on va partir du poste utilisateur. Il y a clairement des modes, il y a clairement des groupes qui préfèrent un mode ou l'autre. On n'a pas vu de choses beaucoup plus sophistiquées que ça, parce que probablement il n'y en a pas besoin aujourd'hui. Toute organisation suffisamment large a des choses qui sont exposées sur Internet, et parmi cette surface exposée sur Internet, il y a toujours des systèmes qui sont soit pas patchés, soit qui ont des comptes faibles. Alors, dans les points d'entrée, l'exploitation de failles sur Internet, il y a là aussi des attaques qui ont été systématiques. PulseSecure, Citrix, SharePoint ont fait beaucoup de mal l'année dernière. Ce que l'on voit vraiment aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où un code d'exploitation est rendu disponible, il y a des acteurs qui font des scans de très grande ampleur sur tout IPv4 et qui vont chercher les failles et qui vont les exploiter dans la minute qui suit ou le lendemain, suivant leur mode de travail. Et très très vite, les failles sont exploitées et quelqu'un rentre dans la place. Ça ne veut pas forcément dire que de ce point d'entrée, il va rebondir tout de suite pour aller explorer le système d'information, mais c'est plutôt la course pour être le premier sur le SI, éventuellement pour fermer la faille derrière lui, ou la rendre plus difficile d'exploitation, de manière à avoir collecté des points d'entrée. Et aujourd'hui, c'est vraiment systématique. Dès qu'il y a une publication, les gens scannent Internet. Alors, c'est pas toujours évident de savoir si les gens scannent pour le bien ou pour le mal,
mais c'est systématique et on voit très clairement qu'après les scans, les attaques de rançongiciel suivent, avec un timing qui peut varier, mais globalement, il y a une corrélation très forte. Ce que l'on peut voir aussi, c'est des énumérations de mots de passe. Donc évidemment, l'attaquant récupère des grands leaks de mots de passe. Aujourd'hui, les grandes listes vont avoir, je sais pas, de 700 millions à 1 milliard de couples login mot de passe. Avec des logiciels de génération de mutations, on peut assez facilement générer des grands nombres. Et puis après, on peut corréler ça avec les utilisateurs, les gens qui sont dans une entreprise ou une autre. C'est relativement facile, quand on a vu 2-3 mails, d'extrapoler quels sont les noms, prénoms et quelle est la structure des emails et éventuellement donc des logins sur pas mal de services. Alors, ce qui a probablement pas mal changé les choses, c'est qu'aujourd'hui, toutes les organisations ont une surface d'application dans le cloud, et que donc tester des logins mots de passe sur ces applications dans le cloud, ça a des bons taux de réussite, et souvent, ce sont les mêmes couples login mots de passe qui vont être réutilisés sur les accès sur le système d'information. Voire même, on a des machines virtuelles hébergées sur AWS, Azure, ce genre de choses, et ces machines sont membres du domaine, et elles ont un accès RDP, et du coup, si je trouve un login mot de passe sur cette machine, j'ai un accès en tant que user du domaine à l'intérieur du système d'information, même si c'est de la surface exposée. Avec quelques astuces, c'est que on voit bien que l'évolution des fonctions dans les clouds, elle est très très rapide. La description des fonctions elles-mêmes, elle n'est pas toujours très claire, voire même le vocabulaire change pour faire de l'harmonisation marketing. Et donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se trompent dans la configuration de sécurité de leur surface dans le cloud, ce qui fait qu'ils se retrouvent exposés alors qu'ils ne pensaient pas l'être. Notoirement, il y avait des problèmes sur AWS où on demandait à ce qu'une machine soit en privé, mais en fait, privé ne voulait pas dire mon groupe d'accès, mais la totalité des clients d'AWS que les attaquants ont très vite vu. Donc il y a des choses comme ça, et aujourd'hui c'est une surface d'attaque qui est couramment exploitée. Et puis on a toujours les traditionnelles campagnes de mailing, donc les botnets. Alors j'ai noté Emotet et Dridex parce qu'on les a pas mal vus en France ces 2 dernières années. Il y a une campagne Emotet qui est encore plus ou moins toujours en cours, enfin qui arrive peut-être sur sa fin. Donc on a des gens qui vont faire rentrer votre poste dans un botnet, ils vendent l'accès, et puis après vous avez une attaque depuis cet accès. Une fois que l'attaquant est à l'intérieur, eh bien, il va essayer de se déplacer. Et là, ça rentre plus dans le cadre des occasions couramment ratées. Alors c'est là aussi où il y a souvent des détections efficaces, mais chez les gens chez qui j'ai à me déplacer et donc qui se sont fait compromettre, il y a souvent des alertes qui sont ratées à ce stade-là. On a des attaquants qui font du balayage réseau, qui font du scan, du Nmap, des choses comme ça, qui vont utiliser toutes les fonctions d'exploration fournies par Windows pour se connecter de machine en machine, qui vont déployer du PowerShell Empire, du Cobalt Strike, du Metasploit, et puis se déplacer, là aussi, ils vont sauter de machine en machine, et assez souvent, les logiciels de sécurité, les EDR et les antivirus le détectent. Et assez souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'attaquant se fait détecter, voire supprimer un outil, et il revient avec un autre, ou avec une variante de l'outil, et il finit par passer parce que les alertes sont ignorées, soit qu'elles soient pas regardées, soit qu'elles soient perdues dans un flot d'alertes qui n'ont pas été vues. Nous, on peut le constater, en fait, quand on fait de l'analyse forensique et qu'il y a des machines sur lesquelles il y a encore des logs ou des événements qui permettent de le traiter. C'est très fréquent de constater que les logiciels de sécurité ont bien fait leur boulot, mais que les alertes n'ont pas été vues. Et c'est pas toujours évident de savoir pourquoi elles n'ont pas été vues. À ce moment-là, l'attaquant va avoir souvent besoin d'établir des connexions vers l'extérieur. Et en fait, si on vient d'un VPN ou de Tor, on peut facilement descendre vers le système d'information. Donc si on a un RDP qui est disponible, c'est pas mal. Ça permet de se connecter directement, mais c'est un peu difficile si on veut utiliser des choses un petit peu plus variées. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les attaquants sont assez souvent à ce stade du reverse connect. Et à ce stade-là, c'est aussi l'opportunité de détecter des connexions sortantes vers des infrastructures d'attaque. Là aussi, assez fréquemment, ce que l'on peut constater, c'est que les connexions sortantes se font vers des blocs d'IP qui sont soit des VPS chez des hébergeurs, chez les revendeurs de revendeurs, soit donc des machines virtuelles achetées sur Internet, soit des machines piratées.
sachant que les machines piratées, elles ont un problème, c'est que si une personne les a piratées, un autre peut les pirater, et que donc c'est un petit peu instable sous les pieds de l'attaquant, voire même elle pourrait être remédiée à tout moment. Donc les attaquants qui font du travail en série et en chaîne ont tendance à plutôt passer par des VPS. C'est pas une règle, mais c'est plutôt une tendance. Il faut comprendre que pour eux, c'est un business et ils ont besoin d'un minimum de stabilité dans leurs outils parce que si leur travail leur disparaît sous les pieds, c'est quand même pénible. Ensuite, nos attaquants vont quasi systématiquement chercher à élever leurs privilèges. C'est intéressant parce que si on a un attaquant qui cherche à faire de l'espionnage, il n'en a pas forcément besoin. Et s'il veut rester discret avec la quantité d'attention qu'il y a aujourd'hui sur l'Active Directory, éviter d'élever ses privilèges dans le domaine, c'est plutôt une bonne idée. Mais là, on a des attaquants qui vont chercher quasi systématiquement à le faire parce que c'est nécessaire pour avoir le plus gros impact possible sur la production du système. Ils ont besoin en particulier d'être capables de désactiver le plus de sécurité possible, de stopper les processus qui verrouillent les fichiers, de manière à ce que quand ils vont déployer le rançongiciel, l'impact soit maximum. On a déjà vu des attaquants échouer et quand même déployer, et ils se contentent d'avoir chiffré les filers, d'avoir causé des dégâts sur les stations, mais on voit clairement que la victime s'en remet beaucoup plus vite et beaucoup mieux, et que donc pour l'attaquant, c'est une moindre pression et donc vraisemblablement une moindre rentabilité, les gens auront moins tendance à payer. Au minimum, il faut pour l'attaquant de se rendre capable de devenir administrateur de serveur, mais en général, ce qu'il vise, c'est administrateur du domaine. Ça ne veut pas dire, et là aussi, hein, pour à peu près tout ce que je dis, il y a toujours des exceptions, on a des attaquants qui vont se contenter de se déployer comme utilisateur, et puis ils vont déployer leur rançongiciel, et tout ce qu'un utilisateur peut écrire devient chiffré. Et ça dépend de comment administrer le SI, s'il y a des groupes et des ACL stricts sur les partages de fichiers, mais c'est quand même pas inhabituel de voir des partages de fichiers où les utilisateurs peuvent écrire dans tous les répertoires et d'avoir tout chiffré. Alors on a des cas où l'attaquant va pas se casser la tête pour acquérir ses privilèges, tout bêtement. Il va réutiliser les couples login mot de passe qu'il a récupéré, enfin qu'il a acquis initialement pour rentrer dans le système d'information, et ça marche bien parce qu'en fait on a créé des comptes user Toto et ADM Toto, mais ils ont le même mot de passe parce que taper 2 fois le même mot de passe c'est plus simple. On a des cas où les gens rajoutent point d'exclamation ADM, AD, A à leur mot de passe et les attaquants le savent, et ça marche aussi. On a pas mal rencontré de cas où les infogérants utilisaient des mots de passe relativement faibles contenant le nom du client et le nom de l'infogérant et un séparateur un petit peu ridicule. Ce qui résout un problème, en fait, ça résout le problème pour les infogérants de devoir travailler à plusieurs qui se succèdent sur un compte client et donc de pouvoir se passer facilement les accès, mais pour l'attaquant, c'est aussi facile à trouver. On a énormément de cas où on trouve des listes de mots de passe administrateurs dans des fichiers sur le système d'information. Donc c'est le Word, le Excel, le texte qui est dans le répertoire de partage des admins et qui est lisible par un attaquant qui a acquis les droits de lecture dessus. On a les raccourcis de connexion RDP qui connaissent les mots de passe. On a des fois aussi des raccourcis. Alors, on a vu des fois, les mots de passe étaient les mêmes sur les comptes Unix, d'administrateurs sur les comptes Unix et les comptes Windows. Et il y avait des raccourcis PuTTY, donc d'un outil de connexion SSH qui était sauvegardé, qui contenait les mots de passe. L'attaquant les a rejoués, ça marchait. On a aussi pas mal alors ça peut être sur les bureaux, mais ça peut être dans des wikis, des mots de passe qui sont laissés dans des procédures. Les attaquants, en fait, vont fouiller tout ça. Ils font comme un bon pentester. En fait, les attaquants qu'on voit sur du rançongiciel font ce que font les bons pentesters, c'est-à-dire qu'ils vont du plus facile au plus compliqué. Dans les cas les plus compliqués, on a vu des piégeages de points d'eau, en particulier des applis web internes où l'attaquant rajoute un logger de mot de passe. Donc il modifie le PHP du portail interne et ensuite il revient quelques jours plus tard et il récupère les logins de mot de passe d'utilisateur. C'est quand même beaucoup plus rare. Alors, il y a un cas où la compromission initiale est immédiatement l'acquisition de privilèges. J'allais l'oublier, c'est si vous avez un pull secure ou un portail VPN piraté ou un Citrix piraté, et que sur cet équipement, les administrateurs se connectent directement avec le compte administrateur, ce qui dans un SI bien administré ne devrait pas se produire, eh bien tout bêtement, le point de compromission initiale devient aussi le point d'élévation de privilèges. Alors, nous, dans les investigations, on va essayer plutôt de retrouver par où s'est faite l'élévation de privilèges que par où s'est faite l'intrusion initiale, parce qu'on part du principe que sur un SI assez vaste,
il y aura toujours la possibilité d'avoir un poste compromis, une application pas à jour qui soit compromise, un device quelconque. En revanche, sur un système d'information à peu près bien géré, il devrait être relativement difficile à l'attaquant d'élever ses privilèges vers les comptes d'administrateurs du domaine, et c'est ce que l'on essaie de reconstruire quand on parle de remédiation. Alors, on a des attaquants un peu plus techniciens, et dans ce cas-là, ils sont très très compliqués, ils font du Mimikatz, ou pour les plus sophistiqués, ils font un proc dump de LSASS, ils ramènent le fichier dump à la maison, et ils font du Mimikatz sur le fichier dump. Mimikatz est régulièrement détecté et régulièrement ignoré. Des vraiment sophistiqués chassent les administrateurs avec du Bluehound, voire même ils vont chercher les comptes qui contiennent un SPN et ensuite vont faire du Kerberos-hosting, mais c'est vraiment les attaquants sophistiqués. En fait, ce que l'on voit beaucoup, c'est des attaquants qui utilisent des failles récentes. Par exemple, on a vu pas mal des attaquants qui utilisaient des démonstrateurs zéro logon, dont un certain nombre qui n'arrivent pas à s'en servir. Parce que en fait, dès qu'un outil est sorti qui permet une élévation de privilèges, et ben ils font une veille active. On le voit beaucoup. Des fois, quelques heures après la publication sur Twitter d'un outil, ils l'utilisent déjà. Et ils vont le tester derrière. Et si ça marche pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'en servir, ils essayent un autre outil. Et c'est relativement efficace parce que dans les attaques que l'on a pu constater, qui sont évidemment des attaques qui ont réussi, il a été assez rare que les attaquants n'aient pas réussi à élever leurs privilèges. Donc c'est le slide montre juste que non, il n'y a pas besoin de faire très compliqué. Une fois qu'il a acquis un accès, notre attaquant va souvent vouloir le pérenniser. Alors on voit aujourd'hui des scénarios avec des attaquants qui vont de la compromission initiale au chiffrement en quelques heures. Nous, on n'en a pas rencontré à ce jour. Ce que l'on voit plutôt, c'est des attaquants qui vont s'installer. Et puis, éventuellement, on voit qu'il y a des fois un temps assez long entre l'accès initial, l'élévation de privilèges et l'attaque qui va déclencher la crise. Ce qu'on interprète en général comme le fait que l'attaquant constitue un portefeuille qui peut être éventuellement revendu. Mais ça peut être aussi parce qu'il attend le bon moment pour la victime. Il y a des attaques qui sont déclenchées en fin de mois de préférence, le dernier week-end du mois, donc juste avant que ne partent les payes et les paiements. Juste avant des déclarations boursières trimestrielles, ce genre de choses. Donc il est aussi possible qu'il y ait des attaquants qui attendent le bon moment pour étrangler plus la victime, pour que la pression à payer soit plus importante. Là aussi, on n'a pas d'informations concrètes qui l'étayent, mais on constate quand même que des fois, quand il y a des attentes, ça permet de déclencher à des dates qui sont opportunes. Les attaquants savent que la plupart des équipes sécurité vont éventuellement tomber sur des choses des créations de comptes ou des choses comme des changements de comptes. Et donc, le premier réflexe, dans la plupart des cas qu'on a pu constater, c'est des réinitialisations de mots de passe. Donc, pour se protéger de ce genre de défense, ce que font les attaquants, c'est qu'ils vont utiliser des méthodes un petit peu plus sophistiquées que simplement garder le compte par lequel ils sont rentrés. La version la plus simple, c'est créer des comptes. Alors, ça marche assez bien parce que on peut créer dans un système assez large, vous créez des comptes qui sont des quasi-homonymes de comptes existants, c'est très difficile de les identifier. Ou s'approprier un compte qui a peu d'activité, le déplacer dans un groupe privilégié et voire réactiver des comptes qui avaient été désactivés, ce qui marche pas mal. D'où l'intérêt, entre autres choses, de randomiser les mots de passe des comptes désactivés. Ou tout bêtement s'ils ont un accès sur un système qui est exposé sur Internet, se créer un compte qui a des droits d'administrateur local de manière à pouvoir revenir sur ce système. Une alternative, c'est des ajouts d'implants. Typiquement, Dridex a utilisé pour ça, ou des web shells sur des systèmes qui sont à cheval entre l'intérieur et l'extérieur pour se permettre de revenir. Il y a souvent une combinaison de tout ça, parce que si on a juste un compte à l'intérieur du SI et qu'on pense que le compte par lequel on est rentré, le point d'entrée puisse être refermé, eh bien on va peut-être ajouter un web shell pour tunneler les commandes vers l'intérieur et se garder un compte d'admin local sur une machine privilégiée. Ce que l'on voit aussi, c'est pas mal d'utilisation de Golden Ticket, et donc même si on change les mots de passe, le Golden Ticket va rester valable, puisqu'on va pouvoir, tant que le KRBTGT, le mot de passe du KRBTGT n'a pas été tourné 2 fois, on va pouvoir réutiliser cette valeur cryptographique pour simuler n'importe quel accès, et qui plus est, ça laisse très peu de traces à l'utilisation. Donc souvent, ce qu'on a pu voir, c'était la création du Golden Ticket, mais pour retrouver ces points d'utilisation, c'est pas facile. Alors à un moment, l'attaquant revient. Dans la plupart des cas qu'on a traités, le temps entre la compromission initiale et le chiffrement est plutôt long.
Et le plus long, effectivement, qu'on a pu constater, c'est quelques mois. Souvent, c'est plutôt quelques semaines. On a un temps qui va aller de 2 semaines à 3 mois entre la compromission initiale et le chiffrement dans la plupart des cas qu'on a observés. Ça peut changer, hein. On a des cas de Ryuk qui ont été signalés, je crois, en 3 heures entre la compromission initiale et le chiffrement. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore observé, j'espère qu'on ne va pas observer trop tôt. Ça, c'est plutôt le signe, je pense, d'attaquants, enfin nous pensons, d'attaquants qui opèrent tout eux-mêmes. Compromission initiale, élévation de privilèges et chiffrement. Alors la nouveauté de cette année, c'est que les attaquants font de l'exfiltration. Le problème de l'exfiltration, c'est que c'est vraiment pas facile de caractériser ce qui a été exfiltré. Là, évidemment, la première question des victimes, c'est qu'est-ce qui a été exfiltré? Et dans le meilleur des cas, ce que l'on va récupérer, c'est des statistiques sur un pic de bande passante, mais comme vous aurez remarqué, on est en confinement, avec beaucoup d'usagers qui sont en télétravail, et donc distinguer des gros transferts de données en ce moment, c'est pas facile. Ça l'était déjà pas en temps normal, mais ça l'est encore moins. On va pouvoir voir des connexions vers, à travers les proxys, typiquement, vers des sites web qui leur servent de relais ou de dépôt. Mais là aussi, ce que l'on va avoir, c'est juste la volumétrie. On n'aura pas vraiment le détail des données. Et des fois, quand on a de la chance, on va retrouver les archives qu'avait créé l'attaquant avant d'exfiltrer les données, voire des traces d'accès sur certains filers, mais ça nécessite que le niveau d'audit sur ces filers soit très bon. Ce qui est pas toujours le cas. Point d'importance, il y a quand même souvent une panique à l'exfiltration quand on constate qu'il y a des données qui sont sorties. Ce que font quasiment tous les attaquants, c'est sortir des données qui sont des données de l'IT, qui sont des données techniques, qui sont des données des comptes utilisateurs, qui leur servent en fait en phase d'élévation de privilèges et de latéralisation. Ce ne sont pas forcément les mêmes exfiltrations où tous les attaquants aujourd'hui n'exfiltrent pas des données pour faire du chantage. Donc il y a un distinguo à faire entre les deux. Enfin, dans tous les cas, si vous avez des données utilisateurs, si vous avez le NTDS.dit qui est sorti avec toutes les données de vos usagers de l'Active Directory, ça reste des informations personnelles avec tous les problèmes déclaratifs qui s'associent. Pour déployer son rançongiciel, notre attaquant, il va neutraliser tous les moyens de défense, il va éteindre tout ce qui va bien, et donc assez fréquemment on retrouve des fichiers de commandes, des points .bat, des points .cmd qui servent à éteindre Exchange, éteindre SharePoint, éteindre MS SQL, éteindre les hyperviseurs, c'est intéressant parce que là ça a un gros impact, éteindre les VM et chiffrer les fichiers des VM. On voit aussi que juste avant le déploiement, il fait pas mal de tests parce qu'en fait éteindre les antivirus c'est pas trivial. S'assurer que ces scripts de déploiement marchent bien, c'est pas trivial non plus, donc il fait souvent des tests, et là aussi il y a des occasions de détection qui sont pas toujours exploitées. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes à observer. Arrive le moment où commence vraiment la crise, il va déployer à grande échelle son rançongiciel. Les méthodologies qu'on observe aujourd'hui, sont des fichiers batch qui vont faire du PSExec sur des milliers de machines. Ce sont des déploiements de tâches à exécution instantanée par GPO et c'est du déploiement à travers les mécanismes bits de déploiement de fichiers Microsoft. Donc en fait, notre attaquant aujourd'hui, comme il est administrateur du domaine, il utilise les outils d'administrateur pour déployer et exécuter son rançongiciel sur le plus de machines possible, le plus vite possible. Ça va très vite. Ça va aussi vite que se fait la synchronisation et l'application d'une GPO sur tout le SI, ce qui veut dire plusieurs milliers de machines par minute qui commencent à se chiffrer. Et suivant la taille des machines, ensuite, le chiffrement peut prendre de quelques minutes à quelques heures. Donc le moment où l'attaque est déclenchée, c'est quelque chose qui est très rapide pour l'attaquant. En général, ce que font les rançongiciels, c'est qu'ils vont purger les shadow copies, ils vont rechercher les fichiers à chiffrer, ils vont chiffrer les fichiers, et ils vont créer les messages d'invitation pour contacter l'attaquant pour commencer la négociation. On voit du code qui rend compte de la mission. Alors souvent, c'est signes aussi de code qui sont utilisés par des logiques de rançongiciel en tant que service, où en fait celui qui déploie le code n'est pas l'auteur du code et n'est pas le propriétaire de l'infrastructure. Et donc il y a une télémétrie qui est en place pour surveiller ce que font les affiliés. Et on sait que certains groupes en fait mettent la pression à la rentabilité sur leurs affiliés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de ces domaines qui sont documentés dans des rapports en source ouverte, qui sont des opportunités de détecter le début du déploiement de rançongiciel sur son SI pour déclencher une alerte de dernier moment, si on commence à voir des hits sur ce genre d'adresse.
Alors l'attaquant ne s'en va pas forcément quand il a déclenché l'attaque. En fait, ce que l'on observe même, c'est que dans la plupart des cas, il reste pendant le déploiement et il revient quelque temps après. La première raison qu'on puisse imaginer, c'est qu'il veut vérifier que tout se passe bien en termes de déploiement du rançongiciel. On voit aussi qu'il y a des attaquants qui ont observé les réactions de la victime, les créations de comptes, suppressions, etc., qui s'y est adapté. On a par exemple vu des attaquants qui, voyant que leur compte était en train d'être supprimé, les comptes qu'ils avaient utilisés étaient en train d'être supprimés, se font en toute urgence un golden ticket, ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Et puis il y a tout ce qui est tâche d'effacement des traces. En fait, il y a pas mal d'attaquants qui attendent le dernier moment pour effacer leurs traces. Donc ils suppriment leurs outils, ils vont purger les événements Windows des serveurs sur lesquels ils ont travaillé, ils vont enlever certains comptes de l'AD utilisés par des phases antérieures. Ce que l'on voit aussi, c'est que souvent le chiffrement nous aide, parce que l'attaquant se fait chiffrer ses outils ou se fait déconnecter suite à un incident lié au chiffrement qui est en cours, et du coup ça l'interrompt dans ses tâches de nettoyage, ce qui nous arrange bien. On a même vu le cas où il y avait un attaquant qui voulait laisser un message écrit à la main sur le SI de sa victime, et en fait s'est retrouvé avec le message, il édite le message dans Notepad, il sauvegarde le .txt, le .txt se fait chiffrer, et du coup l'attaquant va rééditer le message en dehors et le ramener en sans extension .txt. On voit que les attaquants gèrent pas forcément bien les déploiements d'outils. On a aussi vu des cas où l'attaquant, par exemple, déploie son chiffreur par plusieurs méthodes, et une méthode va paralyser l'autre. Par exemple, un cas où le 6 vol qui sert à déployer les GPO a été chiffré, ce qui fait que le déploiement par GPO s'arrête. Donc on n'a pas toujours à faire un très très haut niveau de compétence des attaquants, où ils se prennent souvent les pieds dans l'échelle des conséquences de leur attaque. Donc c'est là où on rentre dans la crise. L'attaquant choisit toujours le bon moment, donc si vous restez le vendredi soir à 17 h, c'est sur vous que ça va tomber. Et les premiers signes de l'incident ne sont pas forcément faciles à détecter. On a quelques services qui deviennent indisponibles, des postes utilisateurs qui redémarrent, des fichiers qui deviennent illisibles. Il faudra de plusieurs minutes à plusieurs heures avant de se rendre compte qu'on a vraiment un incident important. Souvent, ce qui va confirmer la nature de l'attaque, c'est le voir apparaître les demandes de rançon. Là où on a une latence importante, c'est en fait entre constater qu'on a un problème de prod, escalader sur un problème de sécurité majeur, et escalader parce que en fait le problème de sécurité majeur c'est devenu un problème stratégique pour l'organisation, parce que les process critiques de l'organisation peuvent plus s'exécuter. Et à partir du moment où on va devoir mobiliser des externes, ça prend encore plus de temps. Donc les infogérants qui sont en train de travailler, ça dépend. Si on est sur un week-end, ça veut pas forcément, on est probablement en équipe réduite. C'est très souvent le cas, et donc il faut faire revenir des équipes, et ça peut prendre des heures. Si on veut faire intervenir des équipes d'investigation numérique, déjà, on peut espérer avoir des contacts, mais c'est rarement le cas. Il faut contacter des entreprises, il faut trouver une entreprise qui ait du temps. En ce moment, ils sont tous saturés parce qu'ils traitent des crises en permanence. On a besoin aussi de gens qui connaissent la gestion de crise, et c'est rare de les avoir en interne. Et du coup, les temps de réaction vont de quelques heures, d'une demi-journée souvent, à plusieurs jours. Le pire qu'on ait vu étant plusieurs semaines avant d'avoir un prestataire sur site. Les gens qui ont de l'expertise en reconstruction de systèmes d'information sont rares. Et eux, si vous arrivez à avoir des compétences disponibles avant plusieurs jours, c'est que vous travaillez fréquemment avec eux, quoi. Nous, on va prendre votre appel instantanément. On va rappeler l'appel, enfin sauf s'il y a d'autres crises majeures simultanées, mais on va vous rappeler très rapidement. Et en revanche, on va travailler avec vous à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à qualifier sur les heures qui suivent. Ce qui veut dire que des actions initiées à la demande de l'ANSSI, ça va rarement se faire dans les premières minutes, parce que on veut éviter des effets néfastes. Les premières mesures qu'on va vous proposer ou qui sont prises par les victimes, c'est l'endiguement. Donc l'endiguement, ça va viser à rendre la situation moins critique ou limiter les dégâts. On va avoir 3 types de mesures côté réseau. Couper l'accès Internet. Alors ça marche bien contre les attaques où l'attaquant est en train de piloter les actions et quand on n'a pas un verre qui serait paralysé, qui se connecte sur Internet. Aujourd'hui, le seul cas connu d'un verre où il ne faut pas couper l'accès Internet, c'est WannaCry. En revanche, si vous avez un groupe avec beaucoup de filiales, beaucoup de sites, en fait, couper l'accès Internet, c'est quelque chose qui se termine jamais vraiment, où il y a toujours un accès Internet qui traîne quelque part, et il faut vraiment en prendre en compte que entre la décision de couper l'accès Internet et le moment où il n'y a plus beaucoup d'accès Internet dans un groupe multinational, il va s'écouler des heures.
parfois, on n'y arrive pas définitivement, enfin pas durablement. Du filtrage réseau pour isoler les zones contaminées, ça c'est bien si vous avez une détection précoce, soit au niveau des switches, soit au niveau routeur, firewall. Mais il faut faire très attention parce qu'à un moment, il va falloir ouvrir ces flux. Et sur les travaux de remédiation, on s'est souvent retrouvé dans des situations où des mesures d'urgence de blocage avaient été prises et elles avaient été oubliées. Et on n'était plus capable d'accéder à certains systèmes, tout simplement parce que plus personne ne savait qu'ils avaient été isolés. Couper les accès tiers, ça pose d'autres problèmes. D'abord parce que beaucoup des tiers sont des sous-traitants dont vous allez avoir besoin pour gérer la crise. Ensuite, ça pose un autre problème, c'est qu'à partir du moment où vous coupez les accès tiers, vous annoncez à tout le monde que vous avez un gros problème. Donc, couper les accès tiers, il faut l'accompagner d'une communication, et on est dans une communication à faire dans l'urgence, donc c'est toujours un exercice difficile. Si vous avez du multifacteur sur les VPN, c'est quand même très très pratique, parce qu'aujourd'hui, dans les rançongiciels, on n'a pas des attaquants qui contournent du multifacteur. Et donc, c'est des mesures qui permettent de se dire, ok, les gens qui peuvent se connecter par ce biais, sont normalement des gens qui sont authentifiés de façon forte et légitime. Au niveau système, la première action qui est prise en général, c'est la désactivation des comptes de l'attaquant. Ça marche bien, sauf que si on a un attaquant un petit peu expert, ce qui est le cas de la plupart de ceux qu'on voit aujourd'hui, il a gardé des persistances par d'autres biais. Éteindre le système, ça marche bien sur le moment, mais il faut faire attention au redémarrage. Il y a pas mal d'applications qui sont chatouilleuses et qui n'aiment pas du tout d'être éteintes en urgence. Aujourd'hui, de toute façon, souvent l'attaquant les a éteintes avant vous. Ça marche bien pour sauver des serveurs de fichiers. Le serveur de fichiers accéder pour stocker des fichiers bureautiques, lui, l'éteindre, c'est rarement, ou le rendre inaccessible, c'est probablement une bonne idée. Et puis, ce que l'on va faire souvent dans un deuxième temps, c'est étendre la couverture antivirale sur les systèmes qui ne sont pas à jour, ou des EDR ou équivalents, et s'assurer avec l'éditeur que les échantillons du chiffreur qui ont été constatés sur le système d'information sont bien interceptés, et de manière à bloquer ce processus-là. Ça ne va pas vous garantir contre deux choses, que l'attaquant en utilise une autre variante. Or, aujourd'hui, on voit les attaquants qui reprennent leur code, le repackent différemment et le redéploient. Et des fois ça passe pas, ça dépend comment la détection est faite. Et puis ça vous protège pas contre l'attaquant qui aura éteint votre protection des endpoints et des serveurs, mais comme là vous êtes dans une situation d'alerte, normalement vous allez vous rendre compte quand les antivirus s'éteignent, et donc pouvoir reprendre des mesures de sécurité. Alors l'organisation de la crise derrière, elle commence rapidement, mais elle va prendre du temps. Ça commence par les décisions des personnes, désignation des personnes en charge, avec différents fils de travail qui vont s'exécuter en parallèle, les contacts en externe, s'ils n'ont pas été préparés à l'avance, c'est souvent un petit peu la panique. Et puis il y a un rôle qui est très souvent oublié, qui est aujourd'hui un problème, c'est quelqu'un qui gère le projet de crise. Et gérer le projet de crise, c'est gérer, c'est pas être décisionnaire, c'est s'assurer que les informations qui viennent d'un fil de travail arrivent bien à un autre, gérer le tempo, que les réunions soient bien faites avec les bonnes personnes, qu'on ait les bons contacts, gérer la logistique de crise. La logistique de crise, c'est souvent le parent pauvre, mais c'est ce qui va vous permettre de durer, c'est s'assurer qu'il y ait les bonnes personnes, s'assurer que les personnes ne se crament pas en faisant des 36 heures de travail d'affilée, que les personnes ne se tuent pas parce qu'ils viennent de travailler pendant 20 heures et ils reprennent leur voiture pendant 1 heure derrière. Qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, qu'il y ait du couchage, enfin tout un tas de choses qu'on gère pas en temps normal, et ça il faut que quelqu'un s'en charge, et il faut pas que ce soit la charge de quelqu'un qui doit en plus prendre des décisions. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la gestion de crise est peut-être pas assez décorrélée du pilotage, où le pilote lui doit être capable de prendre les décisions pour toute l'organisation et d'engager l'entreprise. Il y a la communication de crise qui est un aspect très important. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que il y a des spécialistes du sujet, j'en suis pas. On constate qu'il y a beaucoup de ratés. En particulier, il y a beaucoup de ratés parce qu'il y a des communications précoces dans le déni qui disent tout va bien, nous avons eu un petit incident, puis 4 heures plus tard, c'est oui, le petit incident est en fait un petit peu plus gros, mais rassurez-vous qu'une donnée personnelle est sortie. Et puis 6 jours plus tard, vous avez le groupe d'attaquants qui publie sur un service store les données de tous les appels d'offres clients. Ce genre de choses, bon, on voit bien que les entreprises commencent à comprendre comment ça marche. Le problème, c'est surtout que les services de com d'entreprise sont rarement préparés. Quand il y a eu des exercices, quand il y a eu des préparations, ils n'ont pas toujours été impliqués. Et
je pense que ça vaut vraiment la peine, même si vous faites des exercices en tabletop, impliquez la com, faites-leur réfléchir à ce qui se passe et faites-leur voir comment ça s'est passé pour des gens qui ont mal communiqué et l'escalade des communications successives qui changent le message. Assez vite, il y a des questions de déclaration. Donc la question récurrente, c'est est-ce qu'il faut déclarer à la CNIL? Et la réponse est évidemment oui. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il y a eu des données personnelles qui soient sorties, eh bien vous pouvez faire une prédéclaration et ensuite leur dire finalement on a constaté qu'on n'a pas de raison de penser qu'il y ait des données personnelles qui soient sorties. Ce qui reste que délicat parce que les données de vos employés et les données d'authentification restent des données personnelles. Mais en tout cas, vous avez 72 heures pour déclarer après le constat d'un incident. Bon, voilà. Il faut penser aussi à déclarer tôt à l'assurance. On voit pas mal de gens qui ne pensaient pas être couverts ou pensent avoir une couverture très partielle, et ça peut être le cas. Dans tous les cas, ça fait pas de mal de déclarer à l'assureur, et l'assureur aussi, si vous cherchez des contacts externes, enfin les organisations cherchent des contacts externes, eh bien l'assureur en général en a. Et donc il est capable d'aiguiller vers des gens qui peuvent assister à la gestion de crise, vers des gens qui peuvent être des prestataires avec lesquels il a déjà une relation contractuelle, et ce genre de choses. Il peut se poser la question, si vous avez été attaqué à des moments très sensibles, type déclaration boursière trimestrielle, eh bien, de savoir comment vous allez pouvoir la faire alors que maintenant que les données financières ont disparu, surtout si c'est dans 24 heures. On se trouve face à des situations très compliquées et des fois il faut faire des déclarations d'incapacité. Et puis on a de plus en plus de réglementations spécifiques au métier qui incluent un volet cyber qui vont vous obliger à déclarer les crises ou qui vous obligent à déclarer des problèmes de production. Et dans la plupart des cas qu'on constate, on a des problèmes de production, même s'il n'y a pas d'atteinte directe à un système d'information industriel. Eh bien, une entreprise industrielle sans système d'information bureautique, elle a plus de contacts, elle a plus de commandes, elle a plus de RP. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'avait fait tourner Norsk Hydro sur comment ils fonctionnaient en dégradé quand ils n'avaient plus de système d'information bureautique, et vous verrez que c'est quand même compliqué. Alors les questions de la communication, c'est qu'est-ce qu'on dit aux employés, qu'est-ce qu'on dit aux sous-traitants qui sont à l'intérieur. Quand tout le monde a un accès aux réseaux sociaux, la différence entre intérieur et extérieur, elle est quand même devenue un peu difficile. Point d'attention, il faut faire attention à ne pas initier des rumeurs. On a pas mal de cas. Alors, les cas qu'on a pu constater, c'était des chasses aux sorcières déclenchées parce que les gens qui font l'enquête constatent qu'il y a des comptes internes qui ont été utilisés, qui appartiennent aux sous-traitants infogérants. Bah oui, c'est eux qui sont admins. Ils se sont fait piquer leurs comptes, mais ça se transforme très vite en rumeurs d'attaques d'insiders ou de choses comme ça. Donc il faut faire assez attention à ce que les formes de communication soient le plus claires possible, mais on ne peut pas faire l'impasse dessus. Communication aux partenaires, les remarques qu'on peut faire surtout, c'est ne pas s'engager sur des délais de rétablissement ou de solutionnement trop précoces. Il vaut mieux éviter de donner des délais au début et dire on est en train de travailler dessus, que dire ce sera de retour la semaine prochaine, parce que si c'est pas le cas, il y a un problème. Les crises se voient, le mutisme et ne rien dire, ça se voit, et aujourd'hui vous allez finir avec tout le monde qui lol sur Twitter, et des effets stressants si vous essayez de les faire taire, et puis prétendre que tout va bien quand d'évidence vos systèmes ne marchent plus, ça marche pas bien non plus. On va vous inviter, nous, à porter plainte. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de démarrer des poursuites judiciaires, et les poursuites judiciaires, ça permet d'acquérir des informations et de déclencher la coopération internationale. Ça permet de faire des saisies, donc ça va permettre aux forces de police d'aller travailler et de compléter l'intervention que l'ANSSI fera éventuellement à vos côtés, d'autres informations obtenues de l'extérieur. Donc c'est vraiment utile. Et le fonctionnement, c'est qu'on dépose une plainte localement ou au service dont on dépend, et ensuite il y a un réaiguillage qui est fait par le parquet vers les services compétents. Et aujourd'hui, les services compétents connaissent bien, que ce soit en police et en gendarmerie, connaissent bien le fonctionnement des rançongiciels, ils connaissent les groupes d'attaquants, c'est plus une découverte du tout. En revanche, ils sont sollicités, vous avez tous remarqué qu'il y a beaucoup d'attaques de rançongiciels, et donc les résultats de l'enquête viennent souvent très longtemps après la sortie de la crise, mais ça marche. Il faut sortir de l'idée que les enquêtes judiciaires ne marchent pas, aujourd'hui elles fonctionnent, et il y a des enquêtes qui aboutissent. Donc les erreurs qu'on constate à ce moment-là, c'est une gestion purement technique, et c'est une gestion par le RSSI. Il y a un volet technique, il y a un volet sécurité,
Mais le rétablissement du système d'information, c'est juste une partie. Si aujourd'hui tous les métiers dépendent du système d'information, ça veut dire que la crise technique, c'est une crise stratégique pour l'entreprise, et il faut la gérer au niveau le plus stratégique possible, et avec une vision métier avant tout. Autre erreur courante, c'est d'imaginer que ça va pouvoir se solutionner en quelques jours. Si vous avez tout perdu, ou perdu énormément de choses, eh bien le rétablissement se fait pas en une semaine. De l'expérience personnelle que j'ai sur ces 2 dernières années, quelques dizaines de crises suivies auxquelles j'ai participé, je n'en ai observé aucune où le chiffrement était significatif qui durait moins de 3 semaines. Et moins de 3 semaines, ça veut dire aussi que pendant au moins une semaine, il y a une interruption très handicapante des services métiers. Et ça peut causer des choses, je ne sais pas, si vous avez fabriqué de la nourriture, ça veut éventuellement dire destruction des productions, ça veut dire refaire des approvisionnements, ça veut dire que vous avez peut-être perdu la traçabilité, enfin, ça dépend des métiers, mais il y a des impacts qui peuvent être très importants. Autre erreur, c'est essayer de tout gérer en interne avec les équipes dont on dispose. Il y a très très peu d'organisations qui sont capables de gérer leur travail normal, de gestion des systèmes, et une reconstruction, et une investigation, et un durcissement de la posture de sécurité. Et même si vous aviez toutes les équipes pour le faire en interne, vous avez un CERT, vous avez des équipes pléthoriques, vous n'êtes pas capable normalement d'avoir un staff suffisant pour faire du 24/7 pendant 3 semaines avec les équipes internes. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter les sous-traitants. Autre attitude suicidaire classique dans tous les cours sur la gestion de crise, chercher le coupable en cours de crise, essayer de désigner qui est la cause du problème. Bon, c'est évidemment extrêmement contre-productif, surtout si ce sont toujours les mêmes personnes qui sont en train de participer avec vous à la gestion de crise. Malheureusement, ça se fait, donc faudrait pas. Et ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est dans les crises, on se retrouve avec une personne qui se retrouve le pivot. C'est pas toujours la personne qui aurait été désignée au début, mais il y a des gens qui se retrouvent excellents dans la crise. Le problème, c'est que ça dure, et le problème, c'est que personne n'est capable de prendre la charge de travail, d'émotion, de sollicitation que ça génère durablement. Et donc, il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui se retrouvent dans des états seconds, et il faut vraiment considérer qu'on a affaire à un projet qui va durer, sur lesquels il faut qu'il y ait des relèves. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quasi systématiquement, les victimes sous-estiment le temps que ça va durer, parce qu'il y a une forme de déni. Il y a un côté ok, mais le coût que ça aurait si ça va durer vraiment 3 semaines, il est supérieur à ce que je suis capable d'encaisser. Et du coup, on ne veut pas admettre que ça va durer et on sous-estime les besoins de relève. Bon, point important, pour les gens qui interviennent, c'est des événements récurrents. Par contre, pour les équipes d'une victime, c'est normalement quelque chose qu'ils vont rencontrer qu'une seule fois dans leur carrière. Il y a des choses qui se font dans un temps inhabituel. On déploie des supervisions de sécurité en une semaine, on met en place du multifacteur en 4 jours, enfin des choses comme ça. Il y a de la casse. Il y a des applications qui sont dans le risque accepté, qui vont cracher. Il y a des comptes de services qui disparaissent et il y a des trucs qui marchent plus. Et en général, ce que l'on voit, c'est que au début, les gens sont désorientés. Ensuite, ils savent pas trop où ça va aller. Et puis à un moment, ça s'enclenche, on commence à avoir des choses qui marchent et les choses se font à une vitesse inhabituelle. Et pour tous les informaticiens qui participent, il y a une certaine ivresse, il y a un côté, il y a une liberté, il y a un allègement des procédures, donc ça va bien. Le problème, c'est que les gens s'épuisent. Donc, il y a une vraie gestion à faire sur le plan RH, des côtés émotionnels, des côtés fatigue, des côtés relève là aussi. L'enquête va avoir plusieurs objectifs. Les directions ont souvent du mal à comprendre les côtés, même le côté DSI a du mal à comprendre ce que est fourni par l'enquête. L'objectif d'une investigation sur un incident, c'est pas seulement de fournir un rapport qu'on va pouvoir donner à ses partenaires, c'en est un, mais un des points les plus importants, c'est d'avoir des marqueurs pour la détection, pour être capable de détecter si l'attaquant est toujours là et s'il va revenir. C'est de rechercher quelles sont les persistances de l'attaquant qui vont lui permettre de revenir, identifier par où l'attaquant a réussi à élever ses privilèges et éviter que ça puisse se reproduire, et puis de fournir ces éléments aux acteurs tiers. Alors justice et ANSSI, ça peut ne pas vous préoccuper. Nous, ça nous préoccupe parce que ça nous permet de contacter d'autres victimes potentielles ou d'autres personnes qui sont vulnérables ou de travailler sur d'autres incidents sur la base de ce qu'on a appris.
Mais c'est aussi assez important de le remonter vers les éditeurs d'antivirus de DR que vous allez avoir sur tout votre parc, parce que c'est ça qui va vous permettre, vous, de redescendre en posture et de vous reposer sur un tiers. Point qui arrive de temps en temps, c'est l'équipe d'investigation qui travaille dans son coin et qui oublie de fournir une visibilité sur les avancées aux dirigeants, et en particulier aux dirigeants métiers ou aux dirigeants au comité de direction de l'entreprise, typiquement. C'est important et c'est souvent oublié. C'est important parce que pour les dirigeants, c'est complètement opaque, c'est une discipline complètement nouvelle, ils ne voient pas à quoi ça sert. Et si on ne les alimente pas en « Ok, voilà notre synthèse de la visibilité », ça peut être quelque chose en 4 ou 5 lignes qui dit « L'entreprise a été compromise par quelqu'un qui a piraté des systèmes, il s'est introduit par un point qu'on n'a pas encore identifié, il est devenu administrateur et a arrêté les systèmes de sécurité, a déployé un rançongiciel à telle date, et nous avons coupé les accès à ce jour, nous travaillons à établir le reste. » Ce genre de synthèse, c'est vraiment nécessaire pour les dirigeants et c'est pas toujours fourni. C'est des trucs tout bêtes, mais il faut vraiment penser à remonter ce genre de choses parce que ça leur permet de pouvoir eux échanger et décider en connaissance de cause. Ah oui, point important, parmi ces informations à remonter, la date la plus ancienne d'activité hostile est vraiment importante pour dire à ce jour, on ne voit pas d'activité hostile antérieure à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et en précisant bien, on n'est pas certain. Parce que ça va permettre aussi d'influer sur toutes les décisions de redémarrage, de restauration de backup, ce genre de choses. Alors, après la détection, le chiffrement, etc., on va avoir tout ce qui est recréation d'un système d'information, retour à la normale. Si on vous assiste, on va beaucoup insister sur la recréation d'un cœur de confiance structuré, donc basé sur le modèle qui avait été présenté au STIC, qui est le modèle que Microsoft appelle le modèle 3 tiers, avec un tiers 0 qui est tout ce qui est extrêmement privilégié, tiers 1 qui est administration des serveurs et tiers 2 qui est administration des postes de travail, et une segmentation très très forte entre les rôles d'administration de ces trois niveaux. Bon, c'est des choses qui nous prenaient des mois il y a quelques années. Aujourd'hui, on est capable de le faire en quelques jours, mais c'est difficile. Et il y a de la casse, en particulier sur toutes les procédures d'administration. C'est-à-dire qu'évidemment, si on recrée un cœur de confiance avec des nouvelles procédures en 1 semaine, et ben derrière, les administrateurs, ils vont devoir l'apprendre en temps court. Et c'est pas évident. Il y a toutes les tâches de nettoyage des systèmes pour chasser toutes les persistances en dehors du tiers 0. Augmenter la supervision de sécurité pour s'assurer que les événements suivants soient détectés à nouveau, et en particulier que l'attaquant ne revienne pas tout de suite. C'est particulièrement important parce que des attaquants qui reviennent parce qu'ils n'ont pas obtenu leur rançon, parce qu'il y a une remédiation en cours et qui rechiffrent tout, on l'a déjà vécu. Et en termes d'épuisement de la victime, c'est catastrophique. Vous avez des gens qui viennent de passer 1 semaine, 10 jours à éteindre, gérer une crise, traverser tout un tas d'émotions, faire du 24/7. Ils pensent qu'on arrive vers la fin du truc et là, paf, rechiffrement. C'est vraiment très très néfaste. Donc, comprendre qu'il faut du temps pour recréer une sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est important à vendre aux décideurs. Et évidemment, c'est prendre le temps de recréer la sécurité, c'est retarder le retour à la normale. Et retarder le retour à la normale, c'est quelque chose qui est très très mal vécu par les métiers. Donc, il y a des équilibres à trouver qui sont vraiment pas faciles, parce que le point 3, redémarrage des services, c'est essentiellement ça qu'ont en tête les décideurs. Et il faut leur faire comprendre que, ok, on va négocier, on trouve des moyens, on isole, on segmente, on ségrègue, mais on n'est pas dans un retour à la normale avant d'avoir recréé une sécurité. C'est un point qui est vraiment important. Restaurer les backups, changer 3 mots de passe. Si vous vous en sortez avec ça, c'est que vous avez une chance extraordinaire. Face aux attaquants que nous, on observe, ça ne marche pas. Les restaurations. Alors, c'est un sujet qui est pas nouveau. C'est jamais simple. Que vous restauriez parce que vous avez reconstitué les données à partir de sources externes, que vous ayez des sauvegardes qui marchent bien, qui n'ont pas été effacées. Aujourd'hui, les attaquants effacent les sauvegardes. Ou que vous ayez payé une rançon et que vous ayez récupéré un déchiffreur qui marche. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des fois des déchiffreurs qui marchent mal. Déjà, il faut tester vos données, ce qui n'est pas gagné, surtout si vous ne savez pas comment les tester, si vous n'avez pas de référence. Et puis, vous avez tous les problèmes de remise en place. Vous avez des systèmes qui ont continué à vivre pendant que vous étiez en phase de reconstruction et qui sont désynchronisés entre les bases de données, différentes bases de données. Imaginez le redémarrage d'un ERP.
Vous avez, je sais pas, Microsoft Dynamics ou SAP, vous avez le truc qui a été éteint brutalement, vous avez des données qui ont été re-rentrées parce que vous avez passé les payes du mois en urgence, et il faut resynchroniser ça avec un snapshot de base de données d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, et qui en plus va nécessiter 2 jours de redémarrage parce que Oracle a besoin de 48 heures pour rejouer les redo-logs. Ce sont des choses compliquées. En plus, il y a des choses toutes bêtes, mais qui posent des problèmes, c'est qu'il n'y a pas toujours la place sur les bons serveurs de stocker une version courante et une version restaurée des données. Et donc, ça oblige à déplacer des gigas ou des téraoctets de données dans le système d'information. Ça prend beaucoup de temps, ça provoque des erreurs. Et en plus, on parle d'arriver à restaurer à un moment où tout le monde est déjà bien fatigué et bien stressé. Donc, c'est des opérations qui sont lourdes et complexes. Il ne faut pas penser qu'à partir du moment où on a la donnée sous la main, quelle que soit la façon dont on l'a acquise, on est retourné à la normale. Et ça aussi, dans l'image d'instantanéité, surtout maintenant où on est censé tout avoir dans le cloud, les dirigeants responsables métiers, les dirigeants d'entreprise ont vraiment du mal à comprendre ça. Il y a un gros accompagnement de communication à faire. Parce que j'ai payé ma rançon, j'ai le déchiffreur, vous avez testé, ça marche, oui, alors on revient à la norme, dans combien de temps? Une semaine? Ça passe difficilement. Si vous avez de la chance, vous avez déchiffré des snapshots de bases de données ou des snapshots de VM, et ça repart tout seul, mais c'est quand même plutôt l'exception. Là, vraiment, si vous avez fait des tests régulièrement de restauration, ça fait partie des préparations qui marchent bien. Testez les restaurations, même en tabletop. Même s'assurer, qu'est-ce qui se passe si telle application que j'ose pas toucher, critique est éteinte, comment est-ce que je la restaure? C'est vraiment, vraiment important, et aujourd'hui, c'est pas assez fait. Pour terminer, derrière, on va avoir une queue de traitement qui est très longue, qui est l'absorption des impacts. On va avoir les impacts images, hein, évidemment. On va avoir, si vous avez bien géré la communication, l'exemple que je donne toujours, c'est Norsk Hydro. Hein, ils ont été attaqués, ils ont été complètement transparents. Le cours de leur action est monté et en fait, ils ont donné une image de maîtrise de situation face à des crises majeures qui leur a été bénéfique. C'est pas toujours le cas. Les impacts techniques, ils peuvent mettre du temps à s'absorber parce qu'on a fait des trucs brutalement, on a mis en place des mutations qui étaient prévues pour des semaines et des mois et en quelques jours. On a fait des bricolages temporaires, il va falloir digérer ça. Le coût de la crise est conséquent et c'est pas seulement généralement ce qui domine, c'est le coût de la perte d'activité, mais il va y avoir tous les coûts d'acquisition, de prestataires, etc. Et puis il y a tout ce qui est réglementaire, qui peuvent être des pénalités, des pertes d'autorisation, des déclarations qui n'ont pas été faites sur lesquelles on se prend des amendes, tout un tas de choses. Et puis le dernier, c'est tout le coût humain. C'est tout ce qui est récupération RH, c'est les gens qui ont tous des heures supplémentaires colossales à récupérer. C'est le fait que les équipes ont peut-être passé du temps à s'engueuler parce qu'ils étaient extrêmement stressés. Donc il y a de la réparation à faire derrière. Ça peut souder, mais ça peut aussi poser des gros problèmes. Donc voilà, j'espère avoir fait un tour, non pas exhaustif, mais assez large de ce qu'on peut observer. Je suis disponible pour vos questions.